Mais bonjour tout le monde, on va commencer doucement. Il y a peut-être d'autres personnes qui vont se joindre à nous en cours de route, mais on va commencer doucement. Donc, bienvenue à cette conférence. Mon nom est Maude Jolicoeur. Je suis infirmière et agente de recherche et de planification ici à l'Institut de soins palliatifs et de fin de vie Michel Sarrazin, Université Laval. Ça me fait plaisir d'animer la conférence aujourd'hui qui va être présentée par Dr. Olivia Nguyen, médecin de famille spécialisée en soins palliatifs et fin de vie. On remercie chaleureusement Dr. Nguyen d'avoir accepté notre invitation. Hem, Avant de commencer, quelques informations générales. Donc, veuillez noter que cette conférence est enregistrée et puis, la conférence sera ensuite diffusée sur les chaînes YouTube de l'Institut, et de Pallium Canada. Hem, vous pouvez indiquer vos questions en cours de présentation dans l'onglet au bas de l'écran. Vous devrez avoir un petit onglet Q&R pour questions-réponses. Des fois, il est visible dans les 3 petits points là, où est-ce que c'est écrit plus. Sinon, vous pouvez les écrire dans le clavardage, mais c'est plus facile pour nous de les regrouper dans l'onglet questions-réponses, puis on va les adresser, à la toute fin. Donc, merci pour votre compréhension puis votre présence. Puis par ailleurs, on voulait vous mentionner que cette conférence fait partie du projet ECHO de Pallium Canada. Le projet ECHO en soins palliatifs, c'est une initiative nationale de 5 ans qui vise à développer des communautés de pratique puis un développement professionnel continu. Le projet est soutenu par une contribution financière de Santé Canada, mais les opinions exprimées ici ne représentent pas nécessairement celles de Santé Canada ou de Pallium Canada, évidemment. Avant de laisser la parole à Dr. Nguyen, nous souhaitons mentionner que dans un esprit d'amitié et de solidarité, l'Université Laval souhaite rendre hommage aux premiers peuples de ces lieux. Donc, étant à la croisée des peuples Huron-Wendat, Wabanaki, Innu, Atikamekw et Wolastoqey, nous honorons nos relations les uns avec les autres. Je laisse désormais la parole à notre invitée, Dr. Olivia Nguyen, et je vous souhaite à tous une très belle conférence. Alors merci. Puis pour faire super mal poli, avant de me présenter, j'aurais voulu essayer un exercice. Donc vous n'êtes pas obligé d'allumer votre caméra, mais vous pouvez, je sais pas, lever votre main si ça correspond à vous. Donc je pose une question, puis vous levez la main si vous trouvez que ça s'applique. Et sentez-vous tout à fait à l'aise de ne pas participer. Et bonjour aux gens que je connais. Donc, qui ici aime les films d'action? Ouh, puis les gens sans la caméra, vous pouvez lever la main, ouais, cool, super, cool. Qui aime les films d'horreur? Moins de monde. Qui aime les films romantiques? Ça, c'était la partie où vous n'êtes pas obligé de participer parce qu'il y a des biais, clairement. Qui a des enfants? Plein de monde. Qui a plus ou beaucoup de gens, qui a plus que 2 enfants? Qui n'est pas né au Canada? Étonnamment, vraiment moins de monde. Qui parle plus que 2 langues? Ouh, plein de gens. Qui n'a pas le français comme langue maternelle? J'adore. Qui aime les chats? Vraiment beaucoup de monde. Qui aime les chiens? Qui se considère ici comme une minorité? Puis là, il n'y a plus personne qui lève la main. Ouh. Donc, j'espère vous avoir montré un petit peu rapidement, puis de manière un petit peu ludique, qu'en fait, on a tous des choses qui nous différencient et aussi des choses qui nous rassemblent. Donc, diapo suivante. Bonjour, je m'appelle Olivia Nguyen, je suis médecin en soins palliatifs depuis plus de 15 ans. Je travaille à Montréal, au CIUS du nord de l'île de Montréal, à l'hôpital, mais en unité de soins palliatifs, mais surtout en clinique externe. Et j'aimerais vraiment mettre l'emphase sur le fait que je suis pas philosophe, j'ai pas de formation en éthique, mais cette présentation, en fait, est le fruit d'une réflexion que j'ai depuis longtemps, en mouvance, en évolution, et j'espère que ça va vous intéresser. Donc, diapo suivante. Je n'ai pas de conflit d'intérêt à déclarer par rapport à la... Oh non, non, oh, avant, mais c'est pas grave. Donc, j'ai pas de conflit d'intérêt à déclarer. Mais étant un melting pot de plein de différentes minorités, la diversité, les enjeux culturels sont des sujets qui m'ont toujours intéressée particulièrement. Donc, diapo suivante, pardon.
Alors, voici les objectifs de la présentation. Donc, apprécier les enjeux que suscite la différence en soins palliatifs, réfléchir à comment on fait pour composer avec ces différences, puis considérer des stratégies pour minimiser en fait les bris de communication. Parce que quand il y a des différences, il peut y avoir des bris de communication, puis comment on fait pour maintenir l'humanité à la base de la relation. Donc, en fait, c'est comment je fais pour vulgariser plein de principes éthiques en 3 étapes simples et faciles à toujours suivre. Diapo suivante. Donc, voici d'emblée la conclusion de ma présentation. Si vous n'avez à être ici que pour 10 minutes, c'est ça. Selon moi, dans la très, 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 très grande majorité du temps, on est capable de régler tout en 3 étapes. La première étape avec de l'introspection, donc nous-mêmes comme intervenants, avoir de l'introspection. La deuxième étape avec de la communication. Et la troisième étape avec de l'amour. Puis ça paraît toujours un petit peu miou-miou et cliché, donc des fois je le change pour compassion, mais au final, c'est vraiment avec de l'amour. Donc, diapo suivante. J'aimerais commencer en énonçant donc que nous sommes tous une multitude. On est un ensemble de caractéristiques différentes, puis on l'a vu dans notre petit jeu au début. On a tous un passé différent, on a un vécu différent, on a un ensemble de cultures différentes qui nous lient ou nous différencient. Si on va voir dans le Larousse en ligne, sous culture, il y a plein de définitions différentes, mais la troisième définition, c'est ensemble de phénomènes matériels et idéologiques qui caractérisent un groupe ethnique ou une nation, une civilisation, par comparaison à un autre groupe ethnique ou une autre nation, donc la culture occidentale, par exemple. Ou 5, dans un groupe social, ensemble des signes caractéristiques du comportement de quelqu'un, donc le langage, les gestes, les vêtements, qui le différencient de quelqu'un qui appartient à un autre groupe. Donc c'est vraiment sur la différenciation. Puis clairement ici, en tout cas j'espère, qu'on partage tous une culture palliative. Donc on est tous en soins palliatifs ou intéressés par les soins palliatifs et on partage cette culture-là de vouloir la meilleure qualité de vie pour la personne, pour ses proches, de travailler en interdisciplinarité. Fait partie de notre culture. Moi, comme médecin, j'ai une culture médicale. Puis des fois, on peut se questionner si c'est une bonne chose ou pas. Mais la culture, c'est souvent internalisé en même temps que la professionnalisation. Donc, on peut en avoir confiance ou pas. Puis ça, d'habitude, c'est vraiment qu'on se confronte, on côtoie des gens d'une autre culture professionnelle, qu'on se rend compte en fait de notre culture. Donc, les infirmières, par exemple, vont partager une culture nursing qui est différente de la culture médicale. Les travailleurs sociaux aussi. Puis, on a tous une culture qui appartient aux intervenants du système de la santé, qui est, par exemple, fort différente de la culture du monde des affaires. Juste notre manière de s'habiller pour aller au travail est différente, ou la manière dont on côtoie les gens. Mais moi, je ne suis pas que médecin. Je suis aussi de Montréal. Je suis d'origine belge, d'origine vietnamienne. Donc, je suis un amalgame de vécus et de cultures différentes. Tout comme vous êtes différent de votre voisin. Même si vous êtes né dans la même ville, que vous parlez la même langue, que vous êtes né à la même époque et que vous partagez la même origine ethnique. Euh, donc, on est tous différents de notre apparence physique ou de notre profession. Diapo suivante. Puis, les enjeux naissent vraiment de la différence. Quand 2 parties partagent les mêmes mœurs, les mêmes valeurs, il n'y a pas d'enjeu. Parce qu'on comprend tous, on est tous sur le même pied d'égalité et on se comprend. L'enjeu naît de la friction. Je vous donne un exemple. Donc, je vous ai dit que j'étais belge. Puis en Wallonie, on aime vraiment beaucoup notre politesse. En tout cas, à l'époque, on aimait vraiment beaucoup notre politesse. Donc, on dit monsieur, madame, c'est super genré. On va au magasin, quand on donne de l'argent, on dit s'il vous plaît. La personne nous dit merci, elle nous rend la monnaie, elle dit s'il vous plaît, on dit merci. Donc, on aime ça, notre politesse. Donc, je retournais il y a une dizaine d'années en Belgique avec ma conjointe. Puis on allait à la boulangerie parce que je voulais absolument qu'elle goûte une tarte au riz, parce que les tartes au riz, c'est vraiment délicieux et c'est une tarte avec comme du pudding au riz dedans, puis c'est gris. Alors je lui dis, bon, bah, quand tu rentres, tu dis bonjour madame. Puis ma conjointe de répondre, bah, je peux juste dire bonjour. Je suis comme non, il faut que tu dises bonjour madame. Puis elle dit, bah là, elle devrait être contente que je lui dise bonjour. Je suis comme juste dit bonjour madame. Alors, elle rentre, puis comme de fait, elle lui dit bonjour. Et la boulangère de répondre, bonjour madame.
Et là, j'étais vraiment gênée. Puis ça a l'air banal comme ça, mais c'est un enjeu de culture. Donc il y a des a priori des 2 côtés qui viennent créer une tension qui va nuire à la relation. Un autre exemple, pendant la pandémie, ma mère, qui avait plus que 70 ans, fait une amnésie rétrograde transitoire. Donc subitement, elle se réveille le matin, puis elle est confuse, elle se souvient de rien et c'est vraiment, vraiment stressant parce que c'est la pandémie. Donc, on est affolés, j'amène ma mère à l'urgence de mon hôpital, j'ai parlé avec la cordo avant pour lui dire qu'elle s'en venait, puis le triage est à l'extérieur parce que c'est la pandémie. Donc, j'arrive, il y a l'infirmière au triage, je lui dis, bon, j'amène ma mère, elle n'a pas de problème de santé connu, mais depuis ce matin, elle est confuse. Puis l'infirmière me coupe la parole et dit, elle parle pas français. Et, et ça a vraiment été un choc pour moi. Euh, on se faisait juger différemment par notre apparence physique sans qu'elle connaisse rien de nous, parce que ma mère parle très bien français. Elle a quitté le Vietnam dans les années 60, puis elle a fait ses études universitaires en France et en Belgique. Puis il y avait certainement un sens à sa question, mais c'était juste vraiment très maladroit. Donc ça, c'est comme un choc culturel. Puis probablement qu'elle s'en est pas rendue compte, mais pour moi, ça m'a vraiment fait sursauter. Ou un autre exemple qui est plus proche peut-être de notre milieu, c'est qu'on a tous eu des patients qui ont une maladie très 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 avancée, euh, puis qui selon nous devraient arrêter les traitements puis avoir une approche strictement palliative. Puis de l'autre côté, une équipe qui s'oppose à avoir une approche palliative, puis qui persévère, qui souhaite continuer les traitements. Donc ça, c'est un clash de manière ultra généralisée et plein de préjugés de ma part du côté palliatif, entre la culture palliative puis la culture médicale du traitement à tout prix. Mais donc, je le répète, les enjeux de culture ne deviennent apparents que lorsqu'il y a une confrontation. Diapo suivante. Donc, en réalité, quand on pense à un enjeu culturel, on va surtout penser à des situations comme s'il vous plaît, ne dites pas à mon parent qu'il va mourir. Ou ne lui dites pas qu'il a un cancer. Ou non, pas de morphine pour nous. Ou encore, Dieu va me sauver. J'attends un miracle. Et ça, ce sont des situations qui viennent nous saisir, qui viennent nous agresser parce qu'elles nous confrontent, nous, dans nos propres valeurs. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Puis c'est ça le but de la présentation. Diapo suivante. La première chose, c'est qu'on prend une pause intérieure et on respire. Puis ça a l'air facile comme ça, mais sur le coup, c'est pas toujours évident. Deuxième chose, diapo suivante, l'introspection. Donc en amont des situations difficiles, c'est vraiment important et essentiel d'avoir fait ce travail d'introspection. Quelles sont mes valeurs? Quelles sont mes valeurs par rapport à la vie? Parce qu'on est en soins palliatifs. Quelles sont mes valeurs par rapport à la mort? Par rapport à la fin de vie? Pourquoi? Ça, c'est la question importante. Pourquoi? Puis c'est bon à ce moment-ci de se rappeler que la conception de la bonne mort, qu'on a tous un peu internalisée en soins palliatifs, c'est une conception normative. C'est une norme qui n'est pas bonne pour tout le monde. Un peu comme se marier et avoir 1,5 enfants et une maison à la campagne avec une clôture blanche, c'est une norme. Et ça ne veut pas dire que c'est bon pour tout le monde ou que tout le monde aspire ou devrait aspirer à ça dans la vie. Donc, avoir une vraie réflexion sur notre internalisation de la bonne mort. Pourquoi? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Puis, quels sont mes biais? Bon, les biais, c'est souvent inconscient, mais on peut s'en rendre compte quand on réalise qu'il y a des patients ou des familles qui nous touchent plus, qu'on veut apprécier plus. Puis c'est pas une mauvaise chose parce qu'on a tous des biais. L'important, c'est d'essayer d'être objectif avec soi-même, puis essayer au moins de s'en rendre compte. Tout comme réaliser qu'on a des préjugés qui s'avèrent être faux. C'est important de le reconnaître quand ça arrive. En général, on est toujours inconsciemment positivement biaisé quand les gens nous ressemblent. Donc, si on a quelqu'un qui nous ressemble, par exemple, ben, en fait, n'importe qui vous ressemble devant vous ou qui a les mêmes caractéristiques que vous, ben, inconsciemment, vous allez être biaisé positivement. Vous allez peut-être apprécier plus la personne, trouver que c'est plus facile de communiquer avec, puis vouloir en faire plus. Tout comme, en général, on est inconsciemment négativement biaisé par les gens qui sont différents de nous. Puis, il y a je vous ai mis implicitharvard.edu. C'est un petit test un petit peu facile que vous pouvez faire. C'est marrant, vous avez 2 doigts, puis il vous envoie en rafale
des affirmations que vous dites, vous êtes en accord ou en désaccord. Donc, c'est vraiment inconscient, puis on est tous biaisés inconsciemment. L'idée, en fait, c'est juste d'avoir suffisamment d'introspection pour être capable de voir que la personne ou la situation est différente de nos préjugés ou nos a priori. Donc, être capable de voir la situation de manière plus vraie. En fait, avoir conscience que nos propres valeurs, nos propres croyances vont venir teinter comment on voit la situation. Avoir suffisamment d'introspectif pour départager nos réactions et nos émotions. Donc, pourquoi est-ce que ça vient me chercher? Pourquoi est-ce que Pourquoi est-ce que ça vient me chercher? Est-ce que c'est mes biais? Ou est-ce qu'en fait, c'est légitime? Est-ce que ma réaction intérieure est appropriée? Est-ce que je suis en train de sauter aux conclusions? Puis quand on fait ce travail d'introspection d'avance, ça nous permet de prendre du recul, même parfois vraiment très rapidement pendant une situation, pendant une conversation. Donc ça nous permet de rebondir de manière plus saine pour la relation. Diapo suivante. Donc la deuxième chose, c'est la communication. Ça, c'est Jay Hulin, qui est un négociateur, en fait, un juriste négociateur. J'avais pris un cours avec, qui a dit quelque chose de vraiment puissant, je trouvais. C'est la communication, ce n'est pas ce que vous dites, c'est ce que les gens entendent. Et ça, c'est tellement vrai. Dans mon temps en médecine, on apprenait que la communication, c'était toute une histoire de ce qu'on dit. Mais c'est vraiment unilatéral comme communication, parce que ce qui est important, c'est ce que les gens entendent. Puis toute la culture, le vécu, les les traumatismes liés au système de la santé, les traumatismes liés à la maladie. Parce qu'il y a des études qui montrent vraiment que juste de rentrer dans le système de la santé, je veux dire, on en sort pour beaucoup traumatisés. Donc, toute la culture, le vécu, notre vécu, ça, ce sont des filtres à travers tout ce qu'on dit va passer et qui change le message qui est reçu. Donc, c'est essentiel d'être vraiment très à l'affût de ces filtres. Diapo suivante. Parce que la communication, la relation, en fait, ça se fait dans cet espace de communication entre les deux oiseaux. Puis c'est cet espace de communicationnel de relation qu'on veut à tout prix préserver. Puis, d'un autre côté, si tout ce que nous, on dit va être interprété par le patient, par ses proches, mais en fait par tout le monde avec qui on communique, inversement, c'est à travers nos propres filtres, notre propre vécu, nos propres biais à nous, qu'on reçoit les mots qui nous sont dits en échange. Donc, c'est vraiment important d'essayer de préserver cet espace parce que s'il n'y a plus cet espace communicationnel, ben, la relation est foutue. Puis en soins palliatifs, nous, comme intervenants, on veut à tout prix sauver cette relation parce que si on veut une meilleure qualité de soins, une meilleure qualité de vie pour le patient, ses proches, ben, il faut préserver cette relation. Euh, Diapo suivante, je pense. Ouais. Donc, aussi, c'est vraiment important de réaliser que dans cette bulle relationnelle, le regard porté va dans les deux sens. Nous, on juge nos patients, que ce soit inconscient ou pas, je veux dire, on les juge. En fait, on juge le monde à travers lequel on vit, on juge tout le monde. Mais nos patients et leurs familles vont nous juger en retour. Et notre apparence, ce qu'on projette, va passer à travers leurs filtres et leurs propres biais pour avoir un sentiment de nous-mêmes. Donc, par exemple, j'avais un patient qui m'appelait de manière pas méchante du tout, devant tout le monde, la petite chinoise pour la mort. Alors, il m'appelait comme ça devant tout le monde. C'était super malaisant, mais il disait pas ça méchamment. Puis à un moment donné, j'ai dit, monsieur, vous pouvez pas m'appeler comme ça. Il dit, ah ben là, pourquoi? Je sais pas si vous pouvez juste pas m'appeler comme ça. Il dit, ah, mais comment je t'appelle? Je dis, vous m'appelez docteur. Et que là, tu veux quand même pas que je t'appelle docteur? Je suis comme, oui. Puis, mais c'était très correct. Euh, ou récemment, puis ça, je savais pas trop comment le prendre, j'ai un patient que je rencontre pour la première fois en clinique externe, qui arrive, puis qui dit, oh, c'est vraiment gentil de venir de si loin pour prendre soin de nous. Et c'était juste comme... Puis après, il disait, mais vous, dans votre culture, c'est dans votre culture, non, de prendre soin des gens malades? Puis là, je me suis dit, est-ce que je réponds à ça ou je réponds pas à ça? Comme j'aimerais ne pas répondre en même temps, il m'a dit ça directement, il m'a posé une question, il faudrait que je réponde. J'ai vraiment littéralement pris 4 secondes à réfléchir à comment je répondais ou pas. Donc, il faut juste réaliser que les regards vont vraiment dans les deux sens et, et que nous, comme intervenants, on est capable de s'ajuster. En fait, c'est notre rôle un peu comme intervenant de nous ajuster.
Sans vouloir dire qu'on doit tout accepter non plus. Je pense qu'il y a des choses qui sont vraiment, vraiment pas correctes. Puis c'est correct aussi d'utiliser notre rôle pour le dire que bah, vous pouvez pas dire ça. Ou écoutez, c'est pas des choses que vous pouvez faire. Ou s'il vous plaît, essayez de me parler correctement. Ou vous pouvez pas parler à l'infirmière de cette manière-là. Euh, puis comme médecin, c'est sûr qu'on a un peu plus de pouvoir et on est capable de remettre les choses. Mais je pense quand même que dans la grande majorité du temps, les gens sont pas mal intentionnés. Diapo suivante. Et enfin, la troisième étape, c'est d'agir avec compassion. Parce que quand il y a de la friction dans la relation, ça cause de la souffrance à toutes les parties. Donc l'équipe est souffrante du malaise ou de la tension ou de l'impuissance. Puis la personne malade et ses proches sont souffrants d'avoir l'impression de devoir revendiquer ou de se sentir incompris de l'équipe alors qu'ils vivent déjà une situation vraiment, vraiment terrible. Diapo suivante. Donc, comment est-ce qu'on fait pour agir avec compassion face à ces enjeux? À mon avis, ça commence par écouter. Écouter les valeurs, les convictions. Au-delà des mots, en Amérique du Nord, on est très dans le langage direct. Donc, au-delà des mots, d'essayer d'écouter tout ce qui est indirect. Écouter les souffrances, écouter l'espoir, tenter de comprendre, soutenir les proches et les patients dans leurs valeurs, plus ou moins leurs espoirs. Puis on va parler de miracles tantôt, mais moi souvent je vais dire aux patients ou aux gens en fait que moi j'adore les miracles, c'est super bien les miracles. Il faut juste comprendre qu'en général les miracles sont pas du ressort de la médecine ou de l'équipe médicale. Puis on va en parler tantôt, mais faire attention aussi quand on parle de déni. Puis à mon avis le plus important c'est ne pas entrer en opposition. Donc vraiment, ne pas se braquer, ne pas rentrer en opposition, que ce soit de manière verbale ou non verbale. Parce que, parce que quand on rentre en opposition et qu'on prend une attitude de, d'opposition, ben ça fait juste braquer les différentes parties. Puis ça crée de l'animosité et ça coupe la communication. Puis quand on rentre dans une position où on est comme en conflit avec la famille ou avec la personne malade, ben ça amène souvent à des choses qu'on ne veut pas, comme des refus de traitement ou alors des plaintes. Et ça amène un sentiment amer pour l'équipe, mais aussi pour la famille qui vit seulement une seule fin de vie, qui va se souvenir de ça pour toujours. Puis c'est difficile de demander à quelqu'un qui s'est positionné comme ça de revenir en arrière et dire finalement j'avais tort. Nous, on est capable de le faire comme intervenant, mais pour une famille, de dire oh finalement vous aviez raison, l'équipe traitante, j'avais tort, ça arrive jamais ce genre de choses. Je veux dire, les gens vont pas ont plus de fierté ou d'orgueil que ça. Donc si on est capable de ne jamais rentrer en opposition, à mon avis, c'est le mieux. Puis, bien sûr, c'est essentiel, comme tout le temps en soins palliatifs, d'être présent, de prendre le temps, d'être dans une posture d'ouverture face à l'autre, une posture d'intérêt. Puis c'est pas facile d'être dans une posture d'ouverture et d'intérêt qu'on a un contre-transfert négatif, quand les gens vont dire des choses qui vont vraiment comme nous choquer et qui vont un peu à l'encontre de nos valeurs et de nos volontés. C'est difficile de rester dans une posture d'ouverture, de bienveillance. Donc c'est pour ça que tout le travail d'introspection fait avant, ça nous permet de rester dans cette posture-là. De laisser du temps. Comme nous, on a eu notre temps pour faire le travail d'introspection, des fois, les patients et les proches ont besoin de temps pour absorber, pour réfléchir, pour cheminer. Puis des fois, ça va prendre des jours. Mais c'est correct. On ne peut pas demander aux gens de réagir et de réfléchir aussi rapidement. Puis même quand on n'a pas de temps, si possible, d'essayer d'en donner. Euh, Par exemple, des fois, à l'urgence, je veux dire, il y a des décisions qui doivent se prendre très rapidement, puis on aimerait que les décisions se prennent instantanément tout de suite. Mais on est capable de donner du temps. Par exemple, de dire, c'est très difficile de ce que je viens de vous dire. Si vous voulez, je peux vous laisser quelques temps pour y réfléchir, puis je reviens vous voir dans 1 heure. Est-ce que c'est correct? Prenez le temps d'en discuter entre vous. Puis parfois, on voit des gens qui vont prendre des décisions, puis 1 heure plus tard, vont changer d'avis. Puis ça, c'est correct, parce que les gens ont besoin de temps pour cheminer, puis des fois, il y a des va-et-vient. Puis je dirais donc d'essayer de se rappeler qu'il faut laisser la place aux gens pour cheminer, puis aussi leur faire confiance. Puis cet espace de confiance, ça permet de laisser quand même beaucoup de place aux gens de prendre les bonnes décisions pour eux-mêmes. Tout ça pour ensuite essayer de trouver un accord qui est satisfaisant pour nous tous.
Donc, prochaine diapo. Donc, pratico-pratique. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai dit avoir une posture d'ouverture. Se rappeler que ce n'est pas parce que certaines familles ont des caractéristiques physiques ou un accent qu'elles vont réagir d'une certaine manière ou d'une autre. Ça, ce sont des préjugés. Puis, moi, je travaille à Montréal, on est dans un milieu pas mal multiculturel, puis on entend tout le temps des trucs comme «Ah, c'est une famille grecque». Parce que chez nous, la famille grecque, c'est comme, c'est super un préjugé là, ça veut absolument rien dire, mais c'est comme le summum des gens qui vont pas être d'accord, puis qui vont vouloir des traitements jusqu'à tout prix, qui ont comme un, un oncle ou une tante ou un cousin ou un ami de la famille qui est médecin aux États-Unis. Puis on a tous ces préjugés-là par rapport à, à plein de cultures différentes. Je sais qu'aux États-Unis, quand on est sur la côte Est, il y a le préjugé de «Oh, le fils qui vient de la côte Ouest qui est pas d'accord avec rien». Fait qu'on on a tous ces préjugés-là, mais il faut quand même se rendre compte que ce sont des préjugés et que ce n'est pas réel. Donc, avoir une posture d'ouverture, c'est être conscient et très à l'affût de nos réactions à nous, puis des réactions des autres, pour être présent et être prêt à écouter leurs besoins. On devrait toujours, toujours, toujours en soins palliatifs avoir une posture d'ouverture. Mais c'est encore plus important de s'en rappeler dès que nous, on sent un contre-transfert négatif. Donc, quand on sent que quelque chose vient nous chercher, ou «Ah, ça vient nous accrocher». Donc, être conscient, instantanément, imminemment, que «Oh, il y a quelque chose là-dedans qui vient nous chercher». Refaire le travail live d'introspection. Pourquoi est-ce que ça vient me chercher? Est-ce que ça m'appartient? Est-ce que ça m'appartient pas? Est-ce que ce sont des préjugés? Puis, il faut que je garde une posture d'ouverture et que je mette mes préjugés à côté pour vraiment me concentrer sur ce qui est dit, ce qui est sous-tendu, puis c'est quoi les valeurs et les volontés. Quand on escalade l'animosité, je l'ai dit, ça ne fait que briser la relation, puis après récupérer ces liens, c'est vraiment difficile. Puis il faut se rappeler aussi que quand il y a des tensions qui viennent, souvent ça fait partie des expériences antérieures avec le système de la santé, donc c'est pas dirigé contre nous. Et le mieux, c'est d'écouter, de valider le ressenti, puis d'aller de l'avant par la suite. La semaine passée, j'avais une patiente que je viens voir pour la première fois, puis elle est jeune, elle a la cinquantaine, puis il y a son fils dans la vingtaine qui est à côté d'elle. Puis je viens exposer ce à quoi je pense et le plan de traitement, puis ils sont juste vraiment fâchés. Puis ils disent qu'ils sont fâchés, ils sont découragés, ils ont l'impression que personne ne les écoute, et qu'on leur avait dit hier qu'ils enlèveraient le tube nasogastrique, puis que ça n'a juste jamais été fait, et donc ils ne croient plus en personne. Puis alors là, il me raconte un peu l'histoire. Puis je leur ai dit, mais écoutez, vous avez raison, moi j'ai rien à dire là-dessus. À votre place, je serais probablement fâchée aussi et déçue. Puis juste le fait d'avoir pu verbaliser comment il se sentait, d'avoir été validé là-dedans, parce que je pense qu'il n'y avait rien d'autre à faire que valider. Notre système de santé vous tourne parfois vraiment très proche, sans blâmer personne non plus. Mais ils étaient satisfaits. Puis on a pu revenir dans le plan de soins. Puis après 30 minutes de conversation, ils étaient vraiment d'accord avec changer le niveau de soins de A à C, les objectifs de soins, puis viser un plan de traitement approprié pour qu'ils puissent retourner à domicile. Puis dans le même sens, je pense que tout expliciter, surtout quand il y a des tensions, d'expliciter notre réflexion. Pourquoi est-ce que on souhaite avoir telle ou telle conduite? Pourquoi on pourrait souhaiter avoir une conduite différente, mais que là, ça ne fonctionne pas dans la situation actuelle? Ça permet de clarifier beaucoup des choses. Il y a beaucoup de choses qui sont dans notre tête, qui font partie de notre culture à nous, notre culture médicale. On a l'impression que c'est clair pour nous, mais que c'est pas clair nécessairement pour les autres. Ça permet de diminuer en fait les risques de dissension, de tension, de mauvaise compréhension. Puis faire attention au choix des mots. Donc pour moi, ça va avec être transparent et toujours dire la vérité. Puis aussi, il y a un article intéressant, je vous ai mis ça, c'est I wish things were different. Donc, j'aurais aimé que les choses soient différentes, qui dit qu'on devrait arrêter de dire pardon et je suis désolé, à moins d'avoir vraiment un truc pour lequel on est désolé. Parce que quand on dit je suis désolé, ça sème le doute sur le fait qu'on a fait une erreur et, et les patients et les familles vivent déjà avec la maladie, de naviguer le système de santé, les traitements, et donc d'avoir ce doute qui plane en plus, c'est vraiment pas nécessaire. Donc ils disent que à la place de dire «Oh, je suis désolé», alors qu'on veut juste exprimer le fait
qu'on aurait aimé que les choses soient différentes pour eux. On exprime notre compassion en disant je suis désolé. À la place de dire je suis désolé, on devrait utiliser le conditionnel. En fait, ils disent on devrait utiliser I wish. Mais en français, ça se traduit moins. Donc moi, je le traduis par le conditionnel en disant mais j'aurais aimé que les traitements fonctionnent. Puis c'est vrai, on aurait aimé que les traitements fonctionnent. J'aurais aimé que vous puissiez aller mieux. J'aurais aimé que vous ayez plus de temps. Donc ça montre en fait notre compassion et notre empathie sans laisser planer le doute de je suis désolée que vous ayez pas eu plus de temps, qui des fois peut être compris, surtout si les gens ont eu beaucoup de traumatismes face au système de la santé ou beaucoup d'erreurs médicales, ça, sans laisser planer le doute qu'il y a eu peut-être une erreur et qu'on aurait dû faire les choses de manière différente. Diapo suivante. Parce que la culture, c'est parfois visible, mais c'est parfois invisible. Donc, en général, le genre, la langue, l'accent, tout ça, ça démontre d'une certaine culture, l'âge, la couleur de peau, parfois la religion, ça paraît ou pas, mais il y a aussi beaucoup de l'invisible qui est le bas de l'iceberg, donc le vécu, l'éducation, les langues, les valeurs, les croyances, les rôles, tout ça, c'est du domaine de l'invisible de la culture. Puis en fait, ce qu'on souhaite, dans notre relation avec les patients, quand il y a des dissensions ou des tensions de diversité culturelle ou de diversité de n'importe quoi, ce qu'on souhaite vraiment, c'est arriver tout en bas, 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 bas de l'iceberg, arriver à une situation où il y a juste plus de conflit. Parce qu'on a pu tellement descendre bas dans les couches de l'iceberg qu'on arrive à des valeurs communes où il n'y a plus de conflit et on est tous d'accord sur ce qu'on veut. Puis en général, c'est c'est le bien-être ou la qualité de vie. Puis après, la qualité de vie ou le bien-être, ça s'articule sur plein de choses différentes. La qualité de vie, pour moi, c'est probablement pas la même chose que la qualité de vie pour la majorité d'entre vous. Et on a tous notre propre idée de ce qu'on veut pour nous dans la vie. Mais donc d'arriver tellement bas qu'on arrive où il y a plus de dissension, puis on reste vraiment dans les valeurs communes. Diapo suivante. Donc là, ce sont les exemples. On les a donnés tantôt, s'il vous plaît, ne dites pas à mon père qu'il va mourir, ou je veux pas de morphine, ou Dieu va me sauver. Donc, dans toutes ces situations, à mon avis, il faut explorer. Qu'est-ce que les gens entendent par là? Quelle est la signification qu'ils donnent à leurs mots? S'il vous plaît, ne dites pas à mon père qu'il va mourir, ça peut vouloir dire, s'il vous plaît, vraiment, ne dites pas à mon père qu'il va mourir. Ou parce qu'il sera pas capable de le tenir. Ou peut-être, s'il vous plaît, ne dites pas à mon père qu'il va mourir, parce que moi, je suis pas capable de tolérer le fait qu'il sera peut-être triste et ce sera trop dur pour moi. Ou s'il vous plaît, ne dites pas à mon père qu'il va mourir, parce qu'il nous a toujours dit qu'il voulait pas entendre ces choses-là. Donc, il peut y avoir vraiment beaucoup de signification au mot. Je ne veux pas de morphine, ça peut vouloir dire je préfère souffrir parce que pour moi, souffrir, ça veut dire que je gagne mon ciel. Ça veut dire j'ai peur de la morphine, je veux pas devenir accro, ou j'ai peur que vous arrêtiez mon cœur et je vais mourir, ou je veux pas de morphine, ça veut pouvoir dire je ne suis pas prêt à mourir. Ça veut ça peut vouloir dire plein de choses différentes. Hem, Quel est l'espoir en arrière de ce qu'ils disent? Quels sont les souhaits? Quelles sont les craintes qu'ils expriment? Puis puis en Amérique du Nord, on est très dans l'autodétermination. C'est bien, je veux dire, c'est une des valeurs éthiques. Ce qui est intéressant, c'est que dans certains livres européens, notre première valeur à nous, c'est l'autodétermination. Puis après, il y a la bienveillance, la non-malfaisance, puis la justice. Dans certains livres européens, c'est la bienveillance qui apparaît en premier quand on liste les 4 valeurs. Puis après, ça vient donc dans un ordre séparé. Puis ça, déjà, c'est un enjeu culturel. Je veux dire, ne serait-ce qu'en listant les choses, ça montre notre biais culturel, ça montre les choses qui sont importantes pour nous. Donc c'est très correct, l'autodétermination, pour nous, c'est important. Il faut juste se rappeler que l'autodétermination, ça peut pas être simplifié à ça doit être la personne qui prend ses décisions et qui doit entendre toutes les informations. Il y a certaines cultures où la personne va décider qu'elle ne veut pas entendre les informations et qu'elle veut que ce soit sa famille qui prenne la décision. Donc l'autodétermination, à mon avis, ultime, c'est de vérifier comment la personne veut entendre les informations, si elle veut les entendre, comment elle veut les entendre, comment elle veut entendre les informations, puis à qui elle veut qu'on en parle. Et pas, donc
forcés à recevoir les informations parce qu'on a décidé, nous, que c'était comme ça que ça devait fonctionner. Un petit peu de la même manière que les objectifs de soins, là, ils changent, mais, mais les objectifs de soins ou le document de niveau de soins, normalement, c'est fait pour avoir cette discussion préalable pour comprendre les valeurs et les volontés de la personne. Puis médicalement, on a réduit ça un petit peu au papier, au document. Puis quand on rentre à l'hôpital, on voit que c'est discuté un petit peu tout croche, puis après c'est coché. Mais donc, toute la belle idée de la conversation, de comprendre en fait quelles sont les valeurs et les volontés, c'est réduit à un document qui... Et c'est dommage parce que c'est un outil qui est merveilleux. Donc quand les gens disent «S'il vous plaît, ne dites pas à mon père qu'il va mourir», «S'il vous plaît, ne dites pas à mon père qu'il a le cancer», à mon avis, souvent, c'est important de s'asseoir avec eux, puis d'avoir une conversation. Hem, Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ça, c'est une bonne question. Puis souvent, ils vont être assez à l'aise d'exprimer leurs craintes, leurs inquiétudes, leur espoir. Puis je leur fais remarquer que vous réalisez que votre père s'en rend certainement compte. Parce que les patients sont comme sur leur lit, ils sont faibles, ils sont fatigués, ils mangent plus, ils ont la nausée. C'est clair qu'ils s'en rendent compte. Qu'ils s'en rendent compte. Puis des fois, on peut essayer de comprendre aussi pourquoi. Je veux dire, par exemple, le mot cancer, pas la mort, mais ne dis pas à mon père qu'il a le cancer. Dans certaines cultures, c'est vraiment comme un mot tabou, inacceptable. Puis il y a beaucoup aussi de non-verbal ou de non-dit qui est important. Des fois, je vais leur dire, mais écoutez, s'ils me le demandent, c'est sûr que je vais pas leur mentir. Mais sinon, je peux expliquer qu'ils sont très malades. Puis les gens, ils sont très malades, ils s'en rendent compte qu'ils sont très malades. J'avais eu un patient il y a quelques semaines, c'était intéressant, il avait la cinquantaine. Il était d'origine chinoise, puis il avait un jeune fils, puis il laissait vraiment tout à sa conjointe. Donc les conversations se faisaient toujours, toujours, toujours avec sa conjointe. Puis c'était vraiment difficile pour la conjointe, donc on a eu beaucoup de conversations. Puis à la fin, la conjointe a accepté et réalisé que d'avoir d'autres traitements, ça l'aidait pas, ça le rendait plus malade, puis peut-être que ça allait raccourcir sa vie. Donc après quelques jours, quand la conjointe a accepté les soins palliatifs et je suis retournée donc avec la conjointe au chevet du monsieur de 50 ans, on a dit qu'on avait beaucoup discuté, puis que sa conjointe était d'accord avec les soins palliatifs. Alors là, le monsieur, qui n'a jamais vraiment voulu parler de sa maladie, il s'est assis dans son lit, il a dit: «Bon, je vais mourir, combien de temps il me reste?» Et c'était super intéressant parce que c'était comme si il voulait que sa conjointe puisse cheminer avant, alors que lui, il était là, il s'en rendait compte depuis des semaines certainement. Donc une fois qu'elle était arrivée sur le même point, ben, on a pu discuter en fait des possibilités pour la fin de sa vie. Donc de ne pas prendre pour acquis, il y a des gens qui disaient comme: «Ah oui, c'est parce qu'ils comprennent pas, ou ils sont en déni». On entend tout le temps ça dans la vie: «Ah, ils sont en déni». Mais c'est rare que les gens sont en déni vraiment. C'est difficile d'être en déni quand on a une maladie terminale et qu'on est hospitalisé à répétition et qu'on a plein, plein, plein de symptômes. Souvent, c'est pas qu'on est en déni, c'est que des fois, ben, on veut pas en parler. Ou des fois, on s'accroche à l'espoir. Mais l'espoir, c'est bien, c'est l'espoir qui fait vivre. Je pense pas que notre rôle, ça soit de tuer l'espoir, mais peut-être de discuter ou de réorienter l'espoir. Il y a une patiente un jour qui m'a dit: «Je suis plus capable que tout le monde qui vient me voir tous les jours me répète que je vais mourir. Je le sais que je vais mourir, laissez-moi tranquille». Puis c'est vrai, je veux dire, c'est super violent de répéter à quelqu'un qui va mourir à tous les jours qu'ils savent bien. Hem, donc c'est vraiment tout le processus. Il y a pas comme une clé en main qui va résoudre toutes les situations. Mais je pense qu'en général, en discutant, ça permet de résoudre pas mal tout. Je veux pas de morphine. Des fois, c'est vraiment légitime. Je veux dire, il y a des gens qui disent: «Chaque fois que j'ai de la morphine, je deviens confus, halluciné, puis je me sens vraiment mal». Puis c'est vrai, ils ont raison. Je veux dire, des fois, ben, c'est parce que c'est pas le bon médicament pour eux. En fait, de valider et de dire: «C'est vrai, vous avez raison», quand c'est vrai, ils ont raison, c'est vraiment puissant et important. Ou: «Je veux pas de morphine parce que j'ai peur que». Puis ça se travaille après par la suite. Hem, Dieu va me sauver, les miracles. Donc je disais tantôt que j'aime beaucoup les miracles. Les miracles, c'est super, je veux dire. Puis on en voit des miracles. On a tous des patients qui sont arrivés en maison de soins palliatifs qui étaient imminemment mourants, qui s'améliorent, qui 2 mois plus tard vont très bien, puis qui retournent à la maison. Ou
J'ai un patient, c'était incroyable ça. Il avait un cancer métastatique du poumon, biopsié. Donc, on avait le fait que c'était vraiment un adénocarcinome du poumon, qui a décidé de n'avoir aucun traitement. Donc, il n'a jamais eu aucun traitement. Puis, je le suis, ça va mieux, ses symptômes sont contrôlés. Un an plus tard, il fait, mais je vais toujours bien. Est-ce que je pourrais avoir des images de mon cancer pour savoir si ça va bien ou pas? Puis là, je suis comme, bah ouais, ok, pourquoi pas. Je veux dire, on demande des scans pour plein d'autres choses. Donc, on fait un scan. Puis, tout avait régressé au niveau de son scan. Fait que j'écris à l'oncologue qui l'avait vu, je suis comme, hé, monsieur un tel, son scan, il s'est vraiment amélioré. Puis il me répond, plus rien ne me surprend. Donc pour moi, lui, c'était un miracle. Il y a tout qui a régressé alors qu'il n'a jamais eu aucun traitement. Puis tant mieux, je veux dire, on est content. Des fois, moi, je leur dis que le miracle, c'est pas nécessairement de guérir, mais d'être bien pendant plus longtemps que ce qu'on aurait espéré. Puis ça, c'est un miracle aussi. Puis que je pense que puis si miracle il y a, tant mieux. Mais il faut pas que le miracle soit dans les mains de l'équipe traitante. Puis quand les gens attendent un miracle, souvent ils sont croyants. Et si la foi, c'est une source de joie et d'espoir pour eux, souvent ça nous aide vraiment beaucoup. Et d'habitude, euh, ils sont très à l'aise avec l'idée de décéder. Ce qu'ils vont dire souvent, c'est que la vie ne nous appartient pas, ça appartient à Dieu. Dieu donne la vie, Dieu reprend la vie. Puis nous, on est d'accord avec ça. Si c'est le moment où Dieu a décidé de reprendre la vie, ben c'est correct. Il faut juste aller tripoter là-dedans quand que donc Dieu va me sauver ou j'attends un miracle, souvent peut être redirigé vers quelque chose qui correspond plus à nos valeurs du système de la santé ou nos valeurs en soins palliatifs à tous. Quand il y a vraiment une rupture avec la religion, puis une colère contre Dieu, puis ils attendent à tout prix le miracle de la guérison, là, là c'est une détresse, une souffrance qui va au-delà de nous et d'impliquer les intervenants en soins spirituels ou le prêtre ou la personne importante pour eux en termes de religion peut aider. Mais en général, quand il y a une discussion de miracle, de le prendre comme ça vient et pas de nous rebeller directement, ça permet d'avoir des choses qui renforcent la relation. Diapo suivante. Une citation de Marie de Hennezel qui dit « L'être humain ne se réduit pas à ce que nous voyons ou croyons voir. Il est toujours infiniment plus grand, plus profond que nos jugements étroits ne peuvent le dire. » Et n'est-ce pas en fait ce que nous prônons en soins palliatifs? Que la personne devant nous est beaucoup plus grande, infiniment plus profonde que sa maladie. Qu'en fait, nous, on va tenter d'améliorer sa qualité de vie, qu'elle soit physique, psychologique, sociale, spirituelle, en respect de ses valeurs et de ses volontés et celles de ses proches. Donc, ce serait vraiment triste de s'attarder à une friction d'enjeux de valeurs, d'enjeux culturels, d'enjeux de communication, d'abandonner là la relation, alors qu'en fait, on souhaite tous la même chose. On souhaite que la personne puisse vivre le mieux possible pour tout le temps qu'elle a à vivre. Diapo suivante. Puis Teresa Brown, qui a vécu la maladie, qui était infirmière, dit que les soins palliatifs sont là où la peur rencontre l'amour. Diapo suivante. Donc, en somme, pour moi, être culturellement sensible, donc pas juste d'appartenance ethnique ou religieuse, mais des groupes sociaux et en fait tout ce qui a trait à notre diversité, c'est une posture d'ouverture face à l'autre, tout en étant sensible à notre propre posture et à nos propres biais. Donc ça prend de l'introspection, mais aussi de l'honnêteté envers soi-même, le courage d'être imputable, être imputable envers soi-même, mais envers les autres, puis l'humilité de vouloir apprendre et faire mieux. Puis à mon avis, ça, ce sont trois attributs qui sont universels, qui en médecine font de nous de meilleurs soignants, en gestion de meilleurs leaders, mais dans la vie en général, de bons humains. Diapo suivante. Donc, soyez de bons humains, s'il vous plaît. Hein. Et en conclusion, diapo suivante. Je vous ai déjà donné ma conclusion. La majorité du temps, donc selon moi, tout peut être réglé en trois étapes, avec de l'introspection, de la communication et de l'amour. Diapo suivante. Donc enfin, soyez gentils avec vous-même et les autres. Hein, soyons compatissants. Puis diapo suivante.
Puis je finis avec ces 3 citations qui sont vraiment très belles. Donc Cicely Saunders qui a dit que comment les gens meurent reste dans la mémoire de ceux qui leur survivent. Puis c'est important pour nous, à mon avis, de s'en rappeler toujours pour essayer de protéger ou d'être le plus gentil possible avec la personne, mais aussi ses proches. Puis elle dit: «Vous êtes important parce que vous êtes vous et vous êtes important jusqu'à la fin de votre vie et on va tout faire non seulement pour vous aider à mourir paisiblement, mais aussi pour vivre jusqu'à votre fin de vie». Puis madame Harmala Gupta, qui a dit lors d'une réunion avec les Nations unies, j'ai trouvé ça super brillant, elle dit: «La compassion, ce n'est pas suffisant. Les soins palliatifs doivent être combinés avec le plus haut degré de compétences professionnelles». Puis ça, c'est vrai, on n'est pas juste là pour tenir des mains puis donner de la morphine. Diapo suivante. Donc, ah oui, que mes diapos sont libres de droit et viennent de Huntbash. Et diapo suivante. Merci. Avez-vous des questions? Voilà, commentaires, n'hésitez pas. Wow, merci beaucoup, docteur Nguyen. C'est tellement tellement intéressant, puis, ça fait vraiment réfléchir, beaucoup à tellement de niveaux. Yeah. Hem, vraiment, vraiment, il y a je vois des réactions, qui sont inscrites. N'hésitez pas, à réagir dans le clavardage ou bien, dans l'onglet, questions-réponses s'il y en a qui veulent écrire des questions. Je vais aller vérifier, d'ailleurs, qu'est-ce qu'on a ici? Quelqu'un demande: «Quels sont les principaux angles morts ou biais que vous constatez dans votre pratique?» Hem, Bah, à mon avis, il y en a tout plein, puis je pense que ça dépend de notre propre vécu et notre propre vécu. Probablement que moi, je m'en rends plus compte parce que, comme j'ai dit, je suis un melting pot de minorités, donc il y a des choses qui me frappent vraiment, mais tous les biais d'origine ethnique. Il y a quelqu'un qui m'a raconté une histoire atroce récemment. C'était pendant la pandémie. Sa belle-sœur, qui est d'origine asiatique, mais qui était au Canada depuis 50 ans, qui avait été jouer au golf et qui était tombée accidentellement, il s'était cogné la tête. Puis qui, pendant la nuit, commence à devenir comme nauséeuse, arrive à l'urgence, pas de famille parce que c'est la pandémie, et, et, et pendant la nuit, commence à devenir vraiment confuse. Puis le personnel à l'urgence pense juste qu'elle est unilingue, quelque chose qu'ils comprennent pas. Puis là, elle se détériore et elle meurt. Fait que la dame est morte parce qu'ils ont présumé que comme elle était asiatique, elle ne parlait pas la langue et que c'était pour ça qu'ils étaient pas capables de communiquer avec elle. Tous les biais, de d'appartenance sociale. Quand les gens sont dans la rue ou un petit peu utilisateurs de drogue, on en voit vraiment beaucoup. Ils viennent à l'urgence de manière répétée, ils sont souffrants, puis on fait rien avec eux parce que c'est eux qui veulent avoir plus de médicaments et qu'on n'est pas leur pusher. Ça, c'est des gros biais qui sont très documentés. Ouais, à mon avis, c'est ça. Donc les braies d'appartenance sociale ou de pauvreté, les biais les biais culturels sont quand même assez forts. Quand les gens sont noirs, souvent on a plus l'impression qu'ils mentent, qu'ils exagèrent. Puis c'est un biais inconscient, on peut être des super gentilles personnes, mais c'est aussi ce qui est véhiculé dans les médias, ce qui est véhiculé dans les journaux. Ouais. D'où le travail d'introspection qui est important. Puis des fois c'est vrai, mais des fois c'est pas vrai. Puis je pense qu'indépendamment que ce soit vrai ou pas, c'est important de comprendre. Absolument. Il y a tellement des beaux commentaires, dans le clavardage, les réactions sont vraiment très, très positives. Quelqu'un demande est-ce que Ah, quelqu'un veut ouvrir son micro? non, c'est moi qui dis merci pour les beaux C'est vous! commentaires. Pardon. Quelqu'un demande comment réécouter la conférence. Il y a plusieurs perles à y cueillir. La conférence est enregistrée, va être disponible sur la chaîne YouTube de l'Institut. Vous allez recevoir, tout le monde qui est inscrit à la conférence, un courriel par la suite avec, le lien pour l'enregistrement. Donc, vous pourrez, réécouter ou suggérer aux gens qui ont malheureusement pas pu assister aujourd'hui. Il y a une question, est-ce qu'il y a des ressources, lectures, afin de comprendre la vision puis l'accès des soins palliatifs dans d'autres cultures? Mais en fait, c'est ça le message clé, c'est que les soins palliatifs ou la vision de la bonne mort ou la vision de la vie, c'est très, très intimement personnel. Je pense que d'être conscient
que c'est très intimement personnel, ça nous force à avoir une posture d'ouverture. Puis, il faut surtout pas parce qu'avant avant qu'on disait qu'on était culturellement sensible ou culturellement approprié, il y avait comme des textbooks qui disaient les soins palliatifs dans différentes cultures, puis les gens d'origine haïtienne, ils pensent comme ça et les gens d'origine italienne, ils pensent comme ça. Mais on sait que les personnes d'Italie actuellement ont une culture différente que les immigrants italiens qui ont vécu au Québec pendant longtemps et donc ce serait très réducteur de dire, «Ça devrait toujours être comme ça». Je pense que d'avoir des idées, c'est important, mais après d'être ouvert aux choses. Par exemple, s'il y a une personne qui est québécoise, qui est, je sais pas moi, en soins palliatifs à Vancouver, ils vont pas lui dire: «Ah, vous êtes québécois, vous voulez l'aide médicale à mourir». Parce que ce serait super réducteur et c'est juste pas vrai. Puis peut-être que oui, peut-être que non, mais on n'est pas juste ça. Donc est-ce qu'il y a des ressources? Je pen il y a un truc sur, oh puis je suis très mauvais avec les noms. Il y a je pense que c'est sur, le réseau de soins palliatifs Canada. Il y a un site pour, les soins palliatifs, culturellement appropriés et peut-être que je peux le chercher après et le communiquer. Ouais, Oui, oui, ouais. oui, on pourra être en contact puis joindre ça dans l'envoi courriel là, avec le lien. Si vous avez des ressources après, on pourra le mettre, sans problème. Puis, oui, oui. Puis ce que vous dites ultimement d'être, des bons humains, ben, tu sais, tout ce que vous dites là, je pense que c'est tellement important dans tous les contextes, d'autant plus Oui. en présence de quelqu'un qui est différent de nous puis qui peut venir susciter certains biais, mais ultimement en présence de tout le monde, là, c'est très transversal ce que vous nommez là. Oui, c'est vrai, puis même avec les enfants ou nos Eh oui. propres enfants, c'est pas toujours facile parce qu'on est comme dans une position ultra asymétrique où à un moment donné, on veut être le parent, puis c'est comme ça. Mais mais de le voir de la même manière ou même en équipe, quand on est chef d'équipe ou dès qu'on a une position un petit peu d'autorité, de le voir vraiment de la même manière, ça aide à rétablir les relations, à mon avis. Mais je dis pas que c'est facile. Mais il y avait une phrase que j'avais entendue qui disait, là, je m'excuse, ça va être en anglais, mais «Don't get furious, get curious». Quand quelque chose vient nous heurter, mais de tenter justement d'aller derrière, puis creuser, puis comprendre. Mais c'est Beaucoup, pas beaucoup facile. absolument, absolument pas facile. On aurait le temps pour d'autres questions s'il y en a qui veulent, même soit par écrit ou bien s'il y en a qui veulent témoigner, raconter, quelque chose, vous pouvez ouvrir votre caméra, votre micro, lever la main, parce que dans l'onglet questions-réponses, je n'en vois pas d'autres. Donc gênez-vous pas. Puis par rapport à ça, on est tous humains, c'est normal de faire des erreurs, puis on n'est jamais parfait. Puis on n'en parle pas assez, mais une relation, ça se répare aussi des fois. Je veux dire, des fois, on va dire des choses, puis on est sensible à comment ce qu'on dit était pris, puis ça n'a pas été pris bien. Puis là, de revenir en arrière ou de s'excuser, dire pardon et qu'on n'aurait pas dû, qu'on s'est mal exprimé, puis de rétablir la relation, ça se fait. Puis c'est correct. Puis c'est souvent après ces accros-là qu'on y pense plus et qu'après on fait attention par la suite, c'est normal. Ouais, comprendre les déchirements entre 2 choix teintés par la culture d'origine et celle apprivoisée au Québec. Ça peut être en effet très tourmentant pour les patients et les familles. C'est vrai, c'est difficile. Puis c'est pour ça que de les impliquer le plus possible, ça peut être aidant. Puis puis des fois, on est un peu médiateur. En fait, souvent, on est médiateur. J'ai des familles super nombreuses des fois, puis j'aborde le sujet délicatement, de ce qu'ils pensent de la fin de vie. Ou souvent, je leur dis: «Est-ce que ce serait correct pour vous qu'on discute des possibilités si jamais ça va moins bien?» Puis là, j'ai des collègues qui m'ont dit: «Tu dis "si jamais" et pas quand ça va aller moins bien». Puis c'est probablement ma culture. Moi, je suis européen, donc de dire quand vous allez mourir, je trouve ça un peu violent. Moi, je trouve ça heurtant. Hem, puis des fois, les patients, ils vont dire: «Ah oui, j'y ai réfléchi», puis là, ils vont parler de leur volonté. Puis j'ai des familles qui m'ont dit après, ils s'en étaient jamais parlé. Parce qu'en fait, tout le monde veut protéger l'autre. Ce qui arrive la majorité du temps, c'est les familles font tout par amour. Donc les proches veulent pas parler de la maladie parce qu'ils veulent préserver la personne malade. Puis la personne malade parle pas de la maladie parce qu'elle veut préserver ses proches, parce qu'ils s'aiment. Donc, ils sont en silo et ne communiquent pas et nous, on est comme un peu l'intermédiaire, puis des fois, ils font:
On savait pas qu'il y avait pensé parce qu'on n'osait pas en parler. Puis ça, c'est beau quand même. Ou pareil, quand quand les proches veulent nourrir, comme jusqu'à la faim, la personne malade, puis là, ils les forcent à manger, puis souvent on va dire: «Oh, ils comprennent rien», parce que c'est ça notre réaction, ils comprennent rien. Mais de revenir à pourquoi est-ce qu'il les force à manger? Parce que manger, c'est comme la vie, puis quand on est ethnique, manger, c'est l'amour et on donne notre amour via la nourriture. Puis même nous, comme on nourrit parce qu'on aime. Donc de revenir là-dessus, puis de leur expliquer, ils ont raison, c'est par amour. Mais imaginez que vous êtes vraiment malade et que vous avez la gastro, puis là on vous force à manger, c'est pas une bonne idée. Et qu'ils comprennent que c'est pas parce qu'ils sont pas mal intentionnés et qu'ils font de leur mieux ou ils se sentent impuissants, mais que donc il y a de la place à travailler là-dessus. Puis on fait tous des erreurs. Quand vous avez parlé tantôt, de l'iceberg avec, au à la toute fin, les valeurs, tu sais, ça m'a rappelé une formation que j'avais suivie sur la négociation, là. C'était dans un autre contexte, mais ça parlait dans la négociation, des fois, de revenir aux valeurs, tu sais, puis ultimement, fait que des fois, c'est ça, le moyen sera peut-être pas là, avec l'exemple que vous donnez, ben, qu'est-ce qu'on veut ultimement? C'est que la personne se sente bien et tout ça, donc là, la nourrir ou pas la nourrir, je sais pas si c'est le meilleur parallèle, mais pour dire que de revenir Mais justement aux oui, valeurs, ben, c'est là, on peut trouver un terrain commun, puis on vise la même chose. Puis après, au lieu de s'ostiner sur ce qui est exactement. plus haut, de revenir, tu sais, à la base, donc Revenir au fait qu'en fait, ils font ça par amour, puis nous, on veut le mieux aussi pour eux et là, c'est le absolument. travail. Beh, je vous remercie vraiment beaucoup, docteur Nguyen. Avant de quitter là, j'étais encore une fois tellement comme la dernière fois, tellement très absorbée que Ah, j'oublie de d'inviter je vous invite tout le monde à venir, en fait, à cliquer sur le lien que je vous ai mis dans le clavardage et qu'on va vous envoyer aussi par courriel pour, recueillir vos impressions, vos commentaires sur, la session. Nos activités de formation, les conférences, la conférence d'aujourd'hui ou les croquettes scientifiques, de toute la dernière année sont accréditées. Donc, si vous voulez vous prévaloir d'une heure de formation continue, par session, vous pouvez nous envoyer un courriel à institutmichelsarazin@ulaval.ca. L'adresse apparaît à l'écran et ça va être envoyé aussi dans le courriel là, qui fera suite là, dans les prochains jours. C'était notre dernière conférence aujourd'hui de notre de l'année. En fait, on fonctionne avec l'année scolaire, donc on est le mois de juin, c'est notre dernière pour le moment. Si vous avez des suggestions de prochains conférenciers ou sujets, vous pouvez nous écrire également. Et puis, quoi d'autre que j'ai à vous dire? Ben, ça fait pas mal le tour. Donc, je remercie vraiment tout le monde pour les beaux commentaires. Docteur Nguyen, vous prendrez le temps de lire dans le chat si vous n'avez pas déjà pu tout lire. Là, il y a vraiment des beaux mots pour vous. Donc, on vous remercie tout le monde et puis on vous dit à la prochaine. Merci. merci à tous de m'avoir écoutée. Merci. Merci pour la présentation. Merci.